Cela devait être impossible. On ne pouvait pas devenir président sans jamais avoir été élu auparavant, sans aucun parti politique. Et pourtant... Oui, c'est ça, avec le Comment a-t-il gagné? Comment cela a-t-il été rendu possible? Très bien. Bon, pendant 6 mois, Emmanuel Macron nous a ouvert les portes de son mouvement, accordé de multiples interviews tout au long de cette campagne, qui restera comme hors du commun dans notre histoire politique. Mais le plus étonnant, c'est que tout semble avoir été pensé depuis fort longtemps. Nous avons retrouvé une archive de 2014. Emmanuel Macron vient d'être nommé à Bercy. Écoutez bien ce qu'il disait il y a 3 ans. Il évoquait la nécessité de renouveler l'offre politique pour combattre le Front National. Les politiques, comme les décideurs économiques, ont été pendant longtemps irresponsables. Et donc il y a une trahison des clercs durant les 20 dernières années, réelle. Et donc l'exercice de reconquête que nous faisons, il est civilisationnel, mais il suppose de ne pas être que politique. C'est l'ensemble des élites politiques, économiques, syndicales, ouvrières, tout le monde qui doit être responsable. Parce que ça veut dire que quelque chose nous lie. Et c'est là qu'on arrive à reconstituer une forme d'ambition collective. Mais la solution ne viendra pas du politique seul. J'y crois pas une seule seconde. Deux ans plus tard, à Montpellier, il entame ses meetings de diagnostic de l'état du pays après un long travail d'enquête auprès des Français. La démarche séduit et interroge. 1500 personnes sont venues pour l'écouter. Le public est accueilli, encadré par une armada de militants, tous bénévoles. On les appelle les helpers. Ils sont ce jour-là près de 300. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais ce soir, la salle est pleine. Nous sommes plus de 1500 réunis à Montpellier. Les journalistes politiques n'étaient pas habitués à me suivre et on leur servait quelque chose qui était totalement nouveau pour eux. C'est-à-dire des meetings qui duraient 3 heures ou 4 heures, où on laissait la parole à des militants. Ce qui était très important, c'est que le mouvement a senti que dans cette phase-là, c'est à vous. Et on assume de ne pas parler aux médias politiques. Donc il y a eu beaucoup de frustration, on nous a attaqués, mais ça a donné une énergie au mouvement. Les gens ont compris qu'on les considérait. Alors ça y est, vous êtes candidat Emmanuel Macron ? Le mouvement revendique à l'époque 70 000 adhérents. Ils seront 2 mois plus tard près du double. Le futur candidat peut dès lors s'appuyer sur une force de frappe militante que plus aucun parti traditionnel n'est en mesure de lui opposer. Non, merci à tous et tous, vous avez été super. Beaucoup ne voulaient pas voir, pas y croire. Mais 7 mois après avoir lancé son mouvement, c'est bien sa candidature à la présidence de la République que va annoncer Emmanuel Macron. C'est une étape importante. J'y suis prêt. C'est pourquoi je suis candidat à la présidence de la République. Deux heures plus tard, le désormais candidat Macron réunit dans son quartier général du 15e arrondissement de Paris ses premiers soutiens. Adhérents, donateurs, influenceurs et une petite trentaine d'élus. Principalement venus du PS ou des radicaux de gauche, comme François Patriat, Gérard Collomb ou Richard Ferrand, tous ont la conviction que la gauche doit se réinventer. Alors, je ne vais pas vous faire de longs discours. Je vous rassure. Merci d'être là. Ce matin,
Sinon, je tiens à prévenir celles et ceux qui ne sont pas au courant. J'ai annoncé que j'étais candidat à la présidence de la République. Rien de ce qui a été fait n'aurait été possible sans vous. Et je vous le dis franchement parce que on est à la fois beaucoup plus fragile et en même temps beaucoup plus fort que tous les autres. Beaucoup plus fragile parce qu'il n'y a pas ce qu'ils appellent les appareils. Il n'y a pas de discipline, il n'y a pas de culture. Il y a ici des femmes et des hommes qui parfois se sont combattus sur le terrain, ont parfois soutenu des candidats opposés, n'ont pas défendu les mêmes idées. Et vous êtes là aujourd'hui. Ce à quoi je tiens très profondément, c'est que tout au long de cette campagne, on ne cesse de pouvoir parler, se dire les choses, comprendre. Parce que j'écouterai, je construirai avec vous. Le contrat qu'on va construire avec la nation, celui-ci sera clair. Et ce que je veux, c'est que dans les prochaines semaines, on construise ensemble ce contrat. Il doit être simple, il doit être intelligible, il doit se concentrer sur l'essentiel. Et là-dessus, on sera parfaitement clair et aligné, parce que c'est ce qui nous fera gagner. Donc merci, merci pour votre confiance. On ira jusqu'au bout, parce que jusqu'au bout, je sais que vous serez là. Et jusqu'au bout, vous pouvez être sûr que je serai là aussi. Merci beaucoup. Merci. Maman de Claire, ville de 25 000 habitants. Voilà. Laquelle? Voici Ombrie, en Seine-et-Marne, 20 km d'ici. Merci d'être là. Je suis un maire élève. Vous n'avez pas de problème pour moi. Mais moi, je suis maire d'une petite commune, vice-président des maires ruraux. J'ai réfléchi à beaucoup de choses qu'on pourrait ajouter dans le programme des maires ruraux pour notre ruralité. J'espère vraiment qu'on fait quelque chose pour mes filles, pour redresser la France. Ce serait vraiment génial. Ouais. Vraiment génial. Mais c'est ça le but. On compte sur vous. On compte sur vous vraiment. Merci à vous. Je fais partie de la jeunesse qui ne croit plus en la politique. J'espère que vous allez aussi faire quelque chose pour nous et qu'on y recroit. On va s'arracher. On va le faire pour vous, pour la France. Pour Emmanuel Macron, être candidat à l'élection présidentielle, c'est une première victoire. Moins de 6 mois auparavant, il avait lancé son mouvement depuis ses terres picardes. J'ai mis du temps, j'ai réfléchi, j'ai consulté, j'ai associé beaucoup de gens et j'ai décidé qu'on allait créer un mouvement politique. Un mouvement politique qui ne sera pas à droite, qui ne sera pas à gauche. On essaiera toujours de le remettre dans une case, de dire « moi je suis d'un gouvernement de gauche et je l'assume totalement ». Mais je veux travailler avec des gens qui se sentent aujourd'hui à droite aussi. À l'époque, son initiative est jugée fantaisiste. Et ça, c'est donc le premier parti, label certifié UNPS. Il y a quand même un problème d'authenticité du message d'Emmanuel Macron. Il n'a pas de troupe, il n'a pas d'élus, il n'a pas d'infrastructure. C'est une sorte de candidat virtuel, c'est un candidat numérique. Pour beaucoup, le principe de l'adhésion gratuite minimise l'engagement des adhérents. Et donc on casse un des codes de l'adhésion classique à un parti politique qui est la cotisation, pour dire on cherche l'impact de masse, le nombre, l'intelligence collective. L'autre point pour moi qui est au moins aussi important que la gratuité, c'est la liberté d'organisation. Et on est sorti de la logique totalement, pour le coup, verticale des mouvements classiques, enfin des partis politiques classiques, qui imposaient d'en haut les responsabilités locales. Et ça a été très fort. Très vite, une armée se constitue. Les comités se multiplient. Il y en a aujourd'hui plus de 4000. À Asnières, les marcheurs ont pris l'habitude de se retrouver dans un café. Venus de la droite comme de la gauche, ils ont envie de se mettre au service de ce candidat d'un nouveau genre. Je suis plutôt de gauche. J'ai toujours voté à gauche. Moi, je votais plus à droite et au centre. Donc vous aviez votre carte du PS. Vous l'avez toujours? Non. Enfin, je ne l'ai pas renouvelée, ni en 2016, ni en 2017. À partir d'une conviction, c'est qu'une politique de gauche ne pouvait plus se faire au Parti Socialiste et que le Parti Socialiste n'était plus en capacité de faire barrage à Le Pen. À Toulon aussi, faire barrage au Front National, c'est la raison de l'engagement des marcheurs. Et au-delà de ce combat, ce sont les méthodes du mouvement qui séduisent. Dans notre région, on est baigné par le Front National. Il y a une influence du Front National qui est énorme. Voilà. Donc ça, on le ressent tous les jours. Donc je pense qu'aujourd'hui, on a besoin justement de personnes comme Emmanuel Macron
pour relever le défi face au Front National. Je pense que c'est le seul aujourd'hui qui est capable de le faire. On est derrière un homme parce que ça incarne un homme. Et si on voulait aller en comparant avec le Front National, par exemple, c'est clair, le Front National est incarné par une personne qui s'appelle Marine Le Pen. Le Mouvement En Marche est incarné par une personne. C'est pas la rencontre d'un parti, d'un courant politique, c'est un homme. En Marche, il n'y a pas d'adhérents Godillot. Non. Alors que dans tous les autres partis, c'est forcément des adhérents, voire même des députés Godillot. Les gens qui sont adhérents, il y a une vraie volonté d'adhérer, de discuter, de participer, des retours de la discussion et de la participation. Et ça, c'est extrêmement valorisant pour des gens qui ont supporté la verticalité depuis 40 ans. Mes chers compatriotes, la primaire de la droite et du centre est close. La victoire me revient. Et c'est une victoire de fond bâtie sur des convictions. Les primaires de la droite et du centre devaient alors désigner le favori pour l'élection présidentielle. François Fillon gagne largement cette consultation et déjoue tous les sondages qui avaient prédit une victoire d'Alain Juppé. Tous les mardis, au QG du mouvement, c'est la commission politique, que l'on appelle la COPOL, principalement composée d'élus et de la garde rapprochée du candidat. Dans ces réunions confidentielles, on analyse la situation politique du moment. Sur la question que tu as posée sur ce que moi je pense de la victoire de Fillon, je pense d'abord qu'il faut mettre en lumière les qualités de l'adversaire, avant de chercher ses défauts. Il a eu un discours compréhensible et correspondant à ce qu'attendait la droite. Point. C'est même pas la droite et le centre, c'est la droite telle qu'elle est aujourd'hui, dans une société française qui se droitise grâce aux erreurs de ce quinquennat en particulier. Je ne sais pas si c'est meilleur pour nous que ce soit Fillon que Juppé ou que Sarkozy. Chacun a ses avantages et ses inconvénients. Et on peut avoir un vrai débat, et c'est ça qu'il faut installer, un débat politique bord à bord, un vrai débat droite-gauche. C'est aussi pour ça que je pense qu'il ne faut pas perdre de vue, et le mouvement doit s'inscrire là-dedans, il faut déstabiliser une partie de la droite qui ne se retrouve pas dans le vote Fillon. Mais est-ce que vous qui avez soutenu NKM, M. Juppé, qui êtes à l'UDI ou Modem, vous vous retrouvez dans la candidature de François Fillon? Je ne lui enlève rien, vous n'êtes partagé, rien de commun, mais beaucoup plus avec nous. Pour des raisons politiques, les états-majors ne viendront pas, on le sait très bien. On en a fait le diagnostic très tôt. Donc je ne cherche pas à les faire venir, je cherche à les déstabiliser en leur ouvrant les bras pour que le coup de la rupture soit de leur côté. Pourquoi on ne va pas... Paris, porte de Versailles, 10 décembre, premier grand meeting du candidat Macron. Pour lui, c'est une démonstration de force qui consacre le travail de terrain entrepris depuis 6 mois. Ce premier meeting impressionne et surprend la presse, pour qui il n'était qu'un candidat de l'éphémère. Quand on lance le meeting et on le lance assez tard, on a très vite beaucoup de gens qui s'inscrivent. On a 22 000 inscriptions le mardi qui précède. Ce qui fait d'ailleurs qu'on est obligé de clôturer, ce qui est rare, parce que la plupart du temps, dans les meetings classiques, c'est les derniers jours où on remplit. Donc là, on est obligé même de limiter, d'écrire à des gens en disant qu'il ne faut pas qu'ils viennent. Donc on savait qu'on aurait beaucoup de monde et qu'on saturait. Après, moi j'avais décidé d'en faire non pas un meeting de mobilisation, parce que je pense que c'était trop tôt dans la campagne, d'en faire un vrai grand rassemblement avant la trêve de fin d'année et de commencer à y présenter le programme, le plan de transformation. Donc c'est à dessein que j'ai fait le choix, qui était un peu osé pour certains, de ne pas faire juste un discours incantatoire, mais de faire un contre-pied pour beaucoup qui prétendaient qu'on n'avait pas de programme ni de mesure, d'aller sur le fond. Est-ce que nous sommes seuls? Est-ce que vous avez peur? Est-ce que vous êtes prêts à changer la France? Donc c'est vrai que j'ai fait le choix de faire un discours long pour ce genre de meeting, plus d'1h30, avec des parties plus lyriques et des envolées, et des parties plus pédagogiques, et une entrée dans la matière. Ce seront 10 000 fonctionnaires de police et de gendarmerie supplémentaires
qui seront recrutés durant les 3 premières années du quinquennat. Pas un seul soin utile ne sera déremboursé. Je suis le candidat du travail. Ce que je veux que nous créons ensemble, c'est ce droit universel, ce droit à la mobilité professionnelle. Et l'idée, c'était d'embarquer ce collectif, rassembler des femmes et des hommes qui ne s'étaient jamais vus dans la démarche qui est la nôtre depuis le début. Moi, je le porterai dans la durée. Je le porterai jusqu'au bout. Mais maintenant, votre responsabilité, c'est d'aller partout en France pour le porter et pour gagner. Ce que je veux, c'est que vous, partout, vous alliez le faire gagner parce que c'est notre projet. Vive la République, vive la France. Le politique hollandais Emmanuel Macron, c'est lui aussi. Je le porterai jusqu'au bout. Mais maintenant, non à la censure. Vous alliez le faire. Ça m'a plutôt amusé ce qui s'est dit sur les réseaux sociaux. Contrairement à celles et ceux qui ont pensé railler cette fin de meeting par ce biais-là, ils l'ont propagé. Et ça a atteint des gens par continuité qui n'ont sans doute pas regardé le rassemblement ni écouté le discours, mais qui ont juste vu cette scène qui peut paraître atypique pour les uns, qui est faite d'énergie et de sincérité pour les autres. Donc, les ricaneurs ou les pisse-froids, ça n'est pas grave. Avec le succès du meeting de la Porte de Versailles, on découvre la vitalité d'un mouvement qui n'a pas un an et qui revendique fin 2016 plus de 100 000 adhérents. Mais la pause de Noël pourrait être fatale à cette incroyable dynamique. Pour éviter cela, le mouvement adresse à chaque militant un argumentaire présentant les premières mesures à évoquer en famille lors des repas de fin d'année. Convaincre, encore et toujours. Je l'ai reçu, mais j'ai presque pas eu le temps finalement de l'utiliser parce qu'en fait c'est mon père qui l'a lui-même imprimé en multiples exemplaires. Ça a marché, en tout cas, oui, pour 2 personnes de ma famille, ma cousine et son mari. Et peut-être 2 qui sont encore en chemin, mais... À En Marche, on a compris que les vieilles techniques du Parti communiste ou des gaullistes sont les plus efficaces, mais en offrant aux cadres et aux relais une autonomie d'action. Grâce à cet encadrement, Emmanuel Macron débute l'année 2017 avec plus de 18% des intentions de vote. Je constate, moi, dès début janvier, mi-janvier, qu'on a une vraie dynamique de terrain très forte. Les meetings de janvier sont un des éléments, un des moteurs de la campagne, parce qu'elle est très forte, il y a une vraie... quelque chose qui nous porte, que je sens très fortement, et qui montre la vérité sur le terrain, y compris dans des terres rurales, y compris dans des terres difficiles. En ce début d'année 2017, le candidat Macron multiplie les déplacements. Ce 16 janvier, il est sur les terres bretonnes de Richard Ferrand, secrétaire général du mouvement et député socialiste du Finistère. Et à ce moment-là, je vois que l'offre du candidat de droite, elle est très radicale. Et donc je suis à ce moment-là convaincu que je peux cristalliser quelque chose de central, qui est le projet initial, mais qui est en train de d'émerger dans la société. En compagnie des agriculteurs, il commente la campagne électorale et l'idée vantée par Benoît Hamon de taxer les robots. J'entends aujourd'hui certains candidats parler de taxer les robots. Vous dites quoi? Non, moi je crois pas tellement à ça, en tout cas pour le moment, parce que si on les taxe, ça va empêcher les gens de les développer. Non mais c'est vrai, il y a des... moi je dis souvent, la France, on est très très innovant en matière de taxation. On est déjà à la frontière technologique, comme disent les économistes. Donc, si on taxe, ça va faire pire que mieux. Parce que le robot, il se substitue à des charges difficiles. Ouais, et nous, les éleveurs, à l'astreinte. Mais bien sûr. Dans la phase de transition, si on taxe tout de suite les robots, qu'est-ce qu'on va faire? On va conduire à ne pas robotiser. Or,
La France, elle a 5 fois moins robotisé que l'Allemagne, quand on parlait des 2 fois moins que l'Italie du Nord, 5 fois moins. Et on a un taux de chômage 2 fois supérieur. Donc les gens qui disent le robot ça tue l'emploi, c'est pas vrai. Ça maintient des emplois qui étaient délocalisables. Vous proposez de faire une photo avec les agriculteurs? Oui, on va faire une petite photo là. Il y en a quelqu'un qui la prend pour vous. J'espère. Jean-Paul, il y a bien qui sera sympa. Si j'ai des copains là-dedans. Oui. Vous avez des vrais copains dans la... C'est un peu comme en politique. Hein. C'est pour ça que je vous le demande. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui vous la donnera? Ah ouais, je pense. C'est à 19h30. Hein, oui, mais qu'un père Je pense que c'est une phase de la campagne, d'abord, où il y a une énorme mobilisation de terrain. Il y a un peu partout en France cette dynamique en janvier qui nous installe d'ailleurs dans le paysage. Et c'est vrai que c'est tout particulièrement vrai à Quimper, parce qu'on est, je crois, dans une des régions pour lesquelles l'offre qu'on propose est la plus cohérente, parce que c'est une région où la gauche réformatrice est habituée à travailler avec la droite sociale libérale. Et c'est une région très européenne. C'est ces deux phénomènes combinés qui donnent du retentissement à Quimper. Emmanuel Macron est en mode séduction. Il fait du Mitterrand en trouvant les mots pour flatter la force de caractère des Bretons. Comment ne pas penser à l'île de Sein? Comment ne pas penser à ce tréfonds de notre histoire? Au fait que cette petite île, quand on la regarde sur la carte, paraît si innocente. Au moment où le pays doutait de lui-même, se pensait défait, 128 pêcheurs ont décidé de ne rien abandonner. Et comment ne pas se souvenir, quand on parle de cette vocation bretonne, de porter la fierté française, de cette ambition française d'ici? Comment ne pas se souvenir de cette scène où le général de Gaulle, passant en revue les premiers résistants, et tant de Sénans décliner leur identité et le lieu d'origine, s'exclamait « Mais l'île de Sein, c'est donc le quart de la France ?» Évidemment qu'il y a quelque chose du théâtre dans la vie réciproquement, parce qu'on n'est pas avec les autres dans la même position qu'on est lorsqu'on est face à soi-même, parce que le processus de civilisation et la vie en société font qu'on se contrôle, qu'on adapte d'ailleurs à la personne avec qui l'on est ce qu'on est en train de dire, qu'on cherche à éveiller tel ou tel intérêt ou telle réaction chez elle. Donc il y a ce caractère de représentation dans la vie au quotidien. Et donc quand j'entends les uns et les autres qui disent c'est du théâtre, de la communication ou autre, oui gros ballot, toi aussi ta vie c'est ça. Après les primaires de la droite, c'est au tour de la gauche. Et Benoît Hamon l'emporte largement sur Manuel Valls. Il a reconnu le score ou pas? La primaire est un élément de réduction de l'autorité. Un mouvement politique, il est là pour définir une idéologie, enrôler des militants et désigner un chef. C'est sa fonction dans la vie politique. Les républicains et les socialistes n'ont plus d'idéologie commune. Ils n'enrôlent plus de militants, la dynamique n'est pas chez eux, elle est chez Mélenchon, Le Pen et moi-même. Et ils ne savent plus désigner un chef, compte tenu de leur fracture. Et donc ils vont appeler en dehors du parti, dans un théâtre médiatique qui fait que tout le monde est très content parce que ça fait des téléspectateurs et de l'animation et du concours de vachettes avant la corrida. Mais c'est des concours de vachettes. Il est rare que la vachette qui gagne le concours du samedi après-midi triomphe à la corrida. Emmanuel Macron, fort d'une armée qui avoisine désormais les 200 000 militants, lance sa campagne depuis la capitale des Gaules. Et partout, drapeaux européens et français à l'unisson pour porter le credo du candidat. Pour le mouvement En Marche, la gratuité a un coût. Dépourvu de financement public, il doit recourir aux dons et à l'emprunt pour boucler son budget de campagne d'environ 14 millions d'euros. À chaque meeting, on encourage les militants
à mettre la main au portefeuille. Bonjour à toutes et tous. La salle est pleine à l'heure où on se parle. 8000 personnes. Et vous êtes, me dit-on, 8000 personnes dehors. Une autre salle. Je précise que ce sont les chiffres de la police. Vous pourrez dire, j'étais là. Lyon, c'est un moment de très forte ferveur militante. Et Lyon, c'est la première fois où je l'ancre dans une démarche historique. Et il fallait l'imprimer dans l'esprit de chacune et chacun. Merci. Merci à vous d'être là. Pour s'émouvoir au grand discours sur l'Europe de François Mitterrand, quelques semaines avant sa mort, fallait-il être de gauche? Pour éprouver de la fierté lors du discours de Jacques Chirac au Veldiv, fallait-il être de droite? L'histoire retiendra que c'est ici que les trois partis qui n'ont pas fait de primaire ont décidé de s'affronter par meeting interposé. Emmanuel Macron tient en ce moment un meeting au Palais des Sports de Gerland devant des milliers de partisans. Lyon, où se tient aussi ce week-end les assises présidentielles du Front National. Marine Le Pen lance sa campagne et annoncera demain son programme. Jean-Luc Mélenchon, candidat de la gauche à la présidentielle, sera également à Lyon demain. Réunion publique à Chassieux et en même temps à Paris sous forme d'hologramme. Il y a trois offres politiques qui font advenir la disparition des deux grands partis sous leur forme actuelle. Marine Le Pen, Jean-Luc Mélenchon et moi-même. Deux éléments de radicalité, de bouscule du paysage par une forme de chaos et des extrêmes, et une force centrale qui le bouscule par le progressisme. Emmanuel Macron reste en France l'homme qui a un passé qui ne passe pas. Il a été banquier, et pas dans n'importe quelle banque, chez les Rothschild. Un pédigré encombrant à bien des égards. Je venais d'une banque qui s'appelait Rothschild. La banque se serait appelée Société Générale, Lazare ou autre. Pour certains, le problème ne serait pas le même. Et c'est vrai que ça a du coup coloré toute la perception qu'il y a à mon endroit, qui, pour certains, m'enferme dans une caste. C'est-à-dire, je fais partie d'une forme d'oligarchie financière, mystérieuse, ce qui renvoie d'ailleurs psychanalytiquement aux choses les plus sombres de l'âme française. Pour les élections présidentielles, c'est en février que tout se joue. Et le candidat Macron passe dans les sondages devant François Fillon. Pourtant, la plupart des éditorialistes entament le même refrain. Macron, c'est une bulle médiatique qui va exploser. Le paradoxe, c'est que pour le grand public, il est le candidat des médias. J'ai fait beaucoup de couvertures parce que je fais vendre. C'est comme une lessive, rien de plus. Mais les médias me traitent la plupart du temps assez mal. Ma grande chance, c'est que les gens ne lisent que très peu les médias. Ils regardent les titres et les couvertures, les photos. Moi, je crois, depuis le début, à l'intelligence politique des Françaises et des Français. Les gens font beaucoup de polémiques, commentent, mais adorent la politique et sentent les choses. Au-delà des commentateurs de la vie politique, les commentateurs ne servent pas à grand-chose dans cette affaire. Mais le cœur de la relation, c'est dans un regard, dans des réactions à certains moments, dans un geste. La politique, c'est un geste. Mi-février, le candidat Macron connaît un léger passage à vide, mais un événement spectaculaire va lui permettre de franchir une nouvelle étape. J'ai examiné depuis plusieurs semaines tous les éléments qui permettent de juger de l'état de notre pays. J'invite d'ailleurs François Bayrou, s'il n'est pas à l'aise avec le projet de François Fillon, à nous rejoindre. Moi, je ne savais pas, quand je me suis lancé, ce qu'il voulait faire lui-même. Je l'avais vu, et nous avions échangé, c'était un Nick qui avait été assez
pas froid, mais enfin, on ne s'était pas vraiment parlé, je pense. Et je n'avais pas une déclaration de ce qu'il voulait faire. Il est apparu ensuite, surtout dès que j'ai quitté le gouvernement, qu'il a compris que je voulais y aller et qu'il est devenu plus dur. Moi, je ne sais pas qui est Emmanuel Macron. Je ne me reconnais pas dans ce qu'Emmanuel Macron incarne. Ça s'est encore durci après ma candidature. C'était mon espace que j'avais défriché, labouré, ensemencé au cours des années. Bon, et puis Macron s'y est installé. Il aurait pu y aller. Comme Nicolas Dupont-Aignan décide d'y aller une nouvelle fois, comme tant d'autres candidats dans l'histoire de notre vie politique ont décidé, même étant assez bas dans les sondages, d'y aller. Il était en effet autour de 4-5%. J'ai toute ma vie proposé, ou voulu, ou espéré une proposition politique qui permette d'échapper aux extrêmes et aux deux partis du monopole. Elle était là et il dépendait de moi qu'elle ait une chance ou pas. C'est une décision profonde, qui l'a, je pense, mûri, qui, je pense, n'était pas la plus facile sur le plan personnel. Parce que quand on a construit sa vie sur de la conquête, et la conquête présidentielle, elle a une part très personnelle. Décider de ne pas y aller, c'est un vrai travail sur soi. Et nous avons eu plusieurs échanges. Nous nous sommes vus et on s'est parlé franchement. Et je crois qu'il a compris d'abord quelles étaient mes valeurs et ceux qui m'animaient. Et je pense qu'il y avait beaucoup de malentendus aussi parce qu'il avait une image erronée de mon tempérament, de mon histoire personnelle. Il paraissait comme ça. News Magazine, couverture. Eh bien, c'est pas vrai. En tout cas, ce que j'en ressens, j'espère que l'avenir ne me démentira pas. C'est quelqu'un qui absorbe très vite, et c'est quelqu'un qui a le souci des choses profondes aussi. Et donc c'est tout ça de manière assez forte, je dois dire, et très solitaire que nous avons partagé, qui a conduit à cette décision. J'ai décidé de faire à Emmanuel Macron une offre d'alliance. Et à partir de là, on s'est mis à travailler ensemble, et curieusement, ça a été extrêmement facile. Le faire dans une alliance, c'est aussi bien que de le faire tout seul. Puis après, il y a plein de responsabilités, on verra. Aujourd'hui, la France a besoin de ce regard nouveau, de votre regard et de votre jeunesse. Le mariage entre François Bayrou et Emmanuel Macron est un mariage de raison pour le leader centriste. Mais avec une dot confortable pour Emmanuel Macron, qui va bondir de 5 points dans les sondages. Jour de pluie à Paris et grosse frayeur au QG. Depuis des semaines, François Fillon est englué dans les affaires. Il s'apprête à faire une déclaration. L'équipe d'Emmanuel Macron redoute un retrait du candidat de la droite et du centre au profit d'Alain Juppé. Mesdames et messieurs, mon avocat a été informé que je serai convoqué le 15 mars par les juges d'instruction afin d'être mis en examen. Oui, je serai candidat à la présidence de la République et nous tirerons de ces épreuves, avec tout ce qu'elles comportent de juste et d'injuste, le surcroît de force qu'il nous faut pour l'emporter et pour redresser notre pays. Allez au boulot. Pas d'effusion de joie au QG. Peut-être est-ce dû à la présence de notre caméra. Le programme d'Emmanuel Macron a été pensé de manière singulière. Il y eut le temps de l'enquête auprès des Français, puis celui de son élaboration. Aujourd'hui, le groupe Culture présente son Pass Culture pour les jeunes, un chèque cadeau d'une valeur de 500 €. C'est ce qui a été fait par Matteo Renzi au lendemain des attentats. Donc au lendemain du 13 novembre, il a dit « Je vais mettre pour 1 € dépensé pour la défense et la sécurité, il faut 1 € pour la culture ». Vraiment de dire tu choisis ce que tu veux et tu peux, si tu veux, t'acheter des DVD, t'acheter des livres, etc. Ça pourra concerner d'autres biens culturels, donc c'est le musée, le spectacle vivant, le concert, le spectacle. Et le message, c'est un signe de confiance sur la jeunesse. Ouais.
on a accepté un système où les banques filent du fric aux jeunes quand ils ont le bac avec subvention. Bien sûr. Tu vois, c'est assez comparable et c'est plus juste, quelque part. Bon, après, il faut être hyper crédible sur le financement de la mesure. Le seul truc que j'ai pas le droit, c'est de dire je fais ça et de ne pas dire comment je le finance. Alors, comment on finance ça? Est-ce que tu pourrais pas dire un truc du genre 3 tiers? C'est-à-dire 1 tiers les partenaires de cette opération, qui vont eux pour le coup en bénéficier directement. Pour 1 tiers, le budget de l'État y pourvoira, et pour le tiers restant, je demande aux GAFA, qui ne vivent pas dans une exoplanète, mais qui vivent dans un écosystème où ils ont intérêt à avoir une jeunesse cultivée, qui lit des bouquins. Mettre à contribution les GAFA, comme Google, Apple, Facebook, Amazon, n'est pas une nouveauté. Il avait déjà plaidé pour la fameuse taxe Google pour la presse. C'est un vrai sujet de société, tu vois, qui est de dire, moi je veux que mes jeunes accèdent à la culture par Internet. Et j'axe le fait que c'est un levier. Et je demande cette contribution citoyenne. On est en train de construire un nouveau monde. Il faut en choisir les règles. Moi, je ne vais pas jouer contre les acteurs du numérique, mais je veux que ce soit des acteurs citoyens. Et donc, c'est leur intérêt de cofinancer cela. Et c'est leur charge commune. Ils ne payent pas de charge commune à la société aujourd'hui. Je pense qu'il faut dire que je leur demanderai une contribution volontaire significative là-dedans. Et que l'État contribuera, donc la façon en creux de le dire, c'est que l'État contribuera à hauteur de 100 millions d'euros. Et le reste sera fait par les acteurs privés. Les montants pas un gros comme ça, mais pour eux c'est quand même de la verroterie. Conçu comme une mesure phare, le pass culture passera en partie inaperçu. Emmanuel Macron a beau avoir distillé ses propositions tout au long de sa campagne, rien n'imprime. Et il doit essuyer la même critique. Il n'a pas de programme. Ce 2 mars, au pavillon Gabriel, il le présente pour faire taire ce bruit de fond. Mais là encore, les développements de l'affaire Pénélope occupent tout l'espace médiatique. Ce qui est important dans une campagne, c'est l'idée première, c'est-à-dire quelle est la démarche, quelle est la volonté, quel est le projet pour le pays, ce dont on parle si peu dans une campagne. Et de l'autre côté, quel est le bois d'homme, quel est le tempérament de celui qu'il porte. Et même si on a, à partir du 10 décembre, décliné des contenus programmatiques, parce que je l'ai fait le 10 décembre et tout le mois de janvier, c'est sur l'agriculture, sur la santé, sur l'éducation, je décline un contenu. Il n'est pas vécu comme un programme parce qu'il manque le moment où on dit ceci est un programme et où on annonce le programme. C'est tout aussi simple. Et du jour au lendemain, c'est terminé. C'est le jour du grand débat, avec les 5 principaux candidats. À Asnières, les militants se sont retrouvés pour le regarder ensemble, se transformant en supporters de leur champion, un peu comme devant un match de foot. On devient banquier, puis on redevient politique. Non mais monsieur Macron, c'est pas du tout une attaque à votre égard, vous n'êtes pas le seul. En même temps, vous vous ennuyeriez sans moi. Je suis content vraiment pour toutes et tous ce soir. Vous vous ennuyeriez si j'étais pas là. Donc vraiment, je suis très heureux d'être là avec vous. Ne prenez pas ça à titre personnel. Non, pas du tout, parce que d'ailleurs, ça n'était pas le cas. Alors bien sûr, lorsque leur champion cogne Marine Le Pen... Il n'en demeure pas moins qu'il y a quelques années, il n'y avait pas de burkini sur les plages. Je sais que vous êtes pour monsieur Macron, il n'y en avait pas. S'il vous plaît. Et chaque année... Madame Le Pen, vous serez gentille. C'est ce que vous avez déclaré, non? Je ne vous fais pas parler, je n'ai pas besoin d'un ventriloque. Je vous assure, tout va très bien. Quand j'ai quelque chose à dire, je le dis clairement, c'est mon habitude. L'image de ce débat, c'est l'échange avec Marine Le Pen. Emmanuel Macron contre Marine Le Pen, ce duel s'est imposé dans sa tête il y a longtemps déjà. À partir de décembre, je sens qu'il y a cette volonté de renouvellement et que les 2 partis de gouvernement sont très fragiles. Et tout ça me conduit à penser que si j'arrive à mener à son terme l'entreprise de refondation qui est la mienne, elle occupera un espace central, progressiste, patriote, pro-européen, qui fait que sa vraie polarité, c'est le Front National. J'ai après abandonné ça en campagne parce que les gens ont fini par dire que c'est un côté, ils se voient déjà avec Le Pen en finale. Mais moi, ça m'a nourri. Courant février, le journal Le Monde confirme ses intuitions, avec une enquête auprès de 15 000 électeurs qui laisse deviner un affrontement contre Marine Le Pen. Le meeting de Toulon sera le premier meeting où l'adversaire Front National est clairement désigné. Difficile de remplir la salle. Des manifestants hostiles à Emmanuel Macron bloquent l'accès au Zénith.
Les rapatriés sont en colère après ses propos où il dénonce la torture en Algérie à l'époque coloniale. Tu fais le max sur la police. Maintenant quand tu ressors, on va t'attendre à la sortie. On n'est pas des fachos, hein. J'ai pédé, enculé. Le Front National surfe sur cette contestation. C'est le début d'un face-à-face qui va se répéter. Vous êtes décourageux parce que vous êtes venus jusqu'ici. Alors que, à l'entrée de cette salle, il y en avait qui ne voulaient pas vous laisser entrer. Parce que vous avez le parti Front National jouant sur les haines, les peurs, les émotions, qui a empêché des centaines d'entre vous de rentrer, qui en a bousculé d'autres, y compris des journalistes, qui se retrouvent aujourd'hui aux urgences. Parce que le parti du Front National ne veut pas que la démocratie fonctionne. Partout en France, à chaque déplacement, des comités d'accueil frontistes sont là pour provoquer le candidat. Même lors d'une simple visite dans une classe de musique, comme c'est le cas aujourd'hui à Avallon. Merci beaucoup, bonjour. T'as quel âge? 10 ans et demi. Voilà, c'est la 3e année de la classe orchestre. Faites comme s'il n'y avait personne. Bonjour. Bonjour. Ça va? Oui. Tu t'appelles comment toi? Album. C'est quoi? Anthony. Bonjour. Enfin, Brigitte, c'est mon épouse. Bonjour tout le monde. C'est vous qui allez être élu? Vous le savez? Moi, non, je sais pas, non. Les gens vont aller voter en fin avril, début mai. Oui, mais il y a aussi Marine Le Pen qui est candidate. Non, elle est candidate comme moi. Oui. Tu vois, on est l'un contre l'autre. Elle peut améliorer les choses, elle aussi. Mais je vous Ah, moi je crois pas, mais elle se bat, c'est pas faux. Face à la menace terroriste, hier soir, un policier de 37 ans a été tué. 2 autres blessés, l'un grièvement, l'autre plus légèrement. À 3 jours du premier tour, un homme tue un policier sur les Champs-Élysées. Immédiatement, l'attentat est revendiqué par le groupe État islamique. Emmanuel Macron décide d'interrompre sa campagne et prépare une déclaration depuis son quartier général. C'est aussi pour lui une épreuve de vérité. Il doit, avant même le scrutin, montrer et démontrer qu'il peut revêtir un costume de président. Ils ont fait 5 minutes exactement. je pense qu'ils Tu fais 5 minutes, c'est ça? Non, ils continuent là, mais ils continuent, c'est pas diffusé. Ça veut dire qu'ils vont couper au bout de 5 minutes aussi, toi. Voilà. Donc il faut que tu intègres ça dans ta déclaration. C'est écrit ton truc ou Ils y sont en train de... On peut faire venir là nos amis? Il y a 2, ah oui, 3 pages. Juste, c'est comme ça, c'est en recto verso. Hier soir, à Paris. Ils te prennent 5 minutes, donc il faut que les 5 premières minutes soient fortes. Lors d'une attaque qui a tous les traits d'un attentat terroriste, d'ailleurs revendiqué par Daesh, un policier. Ouais, je l'ai mis comme ça pour souligner la prudence, on peut le mettre autrement. Mais... moi, je dirais pas il y a 10 jours. Je l'ai fait pour ma part il y a 10 jours. J'ai l'impression que tu as un plan que depuis 10 jours. Ça fait bizarre. Je l'ai fait en présentant à la presse mon plan de lutte, ou je sais pas quoi, mais j'ai l'impression qu'avant 10 jours, tu n'avais pas de plan sur le Il terrorisme. y a plusieurs semaines. Bon, je pense qu'il y a qui en parlent. Alors, chacun de nous, en ces moments si graves, mesure le tribut payé par les hommes et les femmes qui ont choisi de servir pour nous protéger. Point. Je serai toujours engagé à leur côté. Je l'ai déjà fait pour ma part en présentant à la presse mon plan de lutte contre le terrorisme. Moi, je suis pas sûr de cette phrase. Qu'est-ce que tu as besoin de te justifier en disant que tu as présenté un plan contre le terrorisme? Oui. Refais-moi le truc là, je vois Voilà. pas où t'en es. Je serai en la matière implacable pour protéger nos concitoyens. L'action diplomatique est... Pour vous protéger. Pour vous protéger. Il y a 2 choses qui manquent. L'engagement pour la sécurité avec les 10 000 policiers et gendarmes, ça parle aux gens, hein, c'est un peu... Et la deuxième chose qui manque, c'est la lutte contre la radicalisation.
Ceux qui nous attaquent n'ont pas à décider de qui nous sommes. Nous sommes un peuple vivant, libre, qui aime l'avenir car il le construit. J'ai décidé ce jour d'annuler 2 rassemblements publics par décence et pour ne pas mobiliser nos forces de sécurité. Mais je n'ai pas voulu interrompre notre campagne présidentielle car la démocratie est plus forte. Est-ce que tout ça tient en 5 minutes aussi, au niveau de temps de parole? Peut-être un peu plus, mais c'est pas un drame parce que de toute façon il coupe. Tu préviens que dans 2 minutes j'interviens? Oui. Tout le monde est à l'aise avec le texte? Mes chers compatriotes, hier soir, Paris a une nouvelle fois été frappé, au cœur. Mes premières pensées vont évidemment à la famille de la victime, à ses proches. Ne cédez rien à la peur, ne cédez rien à la division, ne cédez rien à l'intimidation. Mes chers compatriotes, vive la République, vive la France. Dimanche 23 avril, les marcheurs se sont donné rendez-vous, porte de Versailles, au soir de ce premier tour. 2000 marcheurs, sous le regard de 1000 journalistes, venus du monde entier, attendent le résultat. Il y a 2, 1, il est 20h. Voici les résultats de ce premier tour. C'est Emmanuel Macron. 20h, l'ambiance est à la fête. On en oublierait presque la présence de Marine Le Pen au second tour. Le soir du premier tour, je suis le fondateur d'un mouvement politique qui a 1 an d'existence, qui arrive en tête du premier tour à la présidentielle, ce qui n'a pas de précédent. Et donc, en tant que chef politique, je peux le fêter. Au mien, je veux dire merci. À toute ma famille et à Brigitte. Pour fêter sa première place avec ses proches, à la brasserie La Rotonde, boulevard du Montparnasse à Paris. Une célébration qui rappelle celle du Fouquet's, où Nicolas Sarkozy avait fêté sa victoire le soir de son élection. Je ne peux pas faire La Rotonde le soir du deuxième tour, si je gagne. C'est impossible. À cause du fait qu'à ce moment-là, je serai président. À cause de la gravité du moment et des tensions du pays. Maintenant, Emmanuel Macron, entouré de proches, entouré d'écrivains, d'intellectuels, d'artistes. Mais on n'est qu'au soir du premier tour. Et je ne suis pas convaincu que ces images envoient un bon message. Ça dit la rancœur des commentateurs politiques et de ce système médiatico-politique qui n'a jamais cru en nous. Et donc, s'étant profondément trompés, n'ayant pas vu émerger ce qui advenait, ils trouvaient là le prétexte de le balayer. Le métèque était là. Et donc, il fallait trouver quelque chose au métèque. Pendant 3 jours, ce qui a été quand même médusant, il n'y a eu aucun appel au Front républicain, aucune forme de lecture politique, il n'y a eu que les commentaires qui étaient objectivement anecdotiques sur La Rotonde, rien sur le Front National, et plutôt une forme de fascination médiatique pour le début de campagne de Marine Le Pen. Et ça dit beaucoup de ce qu'est le système dans lequel on vit d'information immédiate et de perte de repères, parce qu'il y a beaucoup de gens, de journalistes, qui disaient elle est très efficace. Bon, c'est formidable. Enfin, si on n'écoute plus ce qu'elle dit, si on voit plus le fond, les racines idéologiques. Bonjour. Voilà. Salut, ça va? Bon, vous l'avez bien beau. 2 jours après le premier tour, l'entourage d'Emmanuel Macron est sous le feu des critiques. Le début de campagne de second tour est décrié. Bien, les amis. À la commission politique, Richard Ferrand endosse son rôle de patron du mouvement et remet la maison en ordre de bataille. S'il vous plaît, on s'écoute. Les histoires de La Rotonde, oui, on peut se le dire entre nous, les images ont été au minimum mal maîtrisées, mais on va quand même pas, nous, alimenter ça, alors que c'est
mais vraiment l'anecdote de l'anecdote. Et on dit aux Français, l'enjeu, c'est de choisir pour 5 ans l'avenir de la France. Est-ce que vous voulez une France qui se replie, qui se referme, ou est-ce que vous voulez une France conquérante qui redonne de la confiance, y compris aux gens qui n'ont pas voté, évidemment, pour nous au premier tour? Après dimanche, il y a eu comme un moment là où Le Pen a donné des signes d'activisme, comme si nous, soudain, on était rentrés au vestiaire. Naturellement, ça a fait entrer dans l'idée qu'on aurait eu une sorte de perte de lucidité enivrée par le succès. Il faut secouer les pruniers. C'est le moment de mettre en joue les mélenchonistes hésitants, de dire aux socialistes de se mobiliser et de demander aussi aux républicains de droite quelle est leur position. Il nous faut le faire au maximum. On a les éléments de conviction et notre candidat fera le reste. Voilà à quoi je vous invite. Le lendemain marque le début d'une campagne guérilla et d'un affrontement spectaculaire entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Tout commence le matin avec une rencontre à Amiens entre le candidat Macron et l'intersyndicale de l'usine Whirlpool, qui se bat contre sa fermeture. Quand j'arrive à la Chambre de commerce et d'industrie, je vois que quelque chose ne va pas. On commence la réunion et je sens qu'il y a un délégué CFDT, un délégué CGT beaucoup plus tendu. Et je leur pose la question de savoir si, selon eux, c'est une bonne chose que j'aille sur le site. Et le responsable de la CFDT, qui était assez dur, me dit que ce serait apprécié par les gars, ce serait une marque de respect, etc. C'est à ce moment-là que je prends la décision d'y aller. Parce que moi-même, je ne suis pas à l'aise d'être là. Même si on ne voit que l'intersyndicale, il faut le faire sur le site ou à proximité du site. Pas dans un lieu, entre guillemets, rupin. Alors qu'Emmanuel Macron a décidé d'aller voir les ouvriers, Marine Le Pen débarque et lui grille la politesse. Merci Marine. Bravo, continuez à vous battre. Je suis à vous. Manifestement, c'est l'endroit qui m'est réservé. Vous avez aujourd'hui à Amiens, et je me réjouis que Madame Le Pen ait décidé, parce que je me rendais à Amiens de Siran, c'est ma ville de naissance, elle est la bienvenue. Je ne suis pas né dans un château. Et je ne suis l'héritier d'aucun système pour ma part. Madame Le Pen est donc venue à Amiens parce que j'y venais. Bienvenue à elle. Non, mais ce qu'il y a, c'est que je ne sais pas si le message a bien passé ou pas, mais là, à 14h30, il devrait être sur le parking de Whirlpool. Si à ce moment-là, je décide de ne pas aller à Whirlpool, je perds la campagne de deuxième tour et je peux perdre la présidentielle. J'en suis convaincu. En tout cas, je perds cette campagne, donc la légitimité que j'aurais eue derrière. Sur un sujet très simple, parce que la question, c'est est-ce qu'il a peur ou pas du peuple? Est-ce qu'il est prêt à aller à la confrontation, à aller parler avec les gens ou pas? La meilleure défense reste l'attaque. Emmanuel Macron, contre l'avis de ses conseillers, décide de se rendre à l'usine. 14h30, il arrive, mais il n'est pas seul, loin de là. Il est escorté par une armada de journalistes venus avec le candidat. J'arrive, la séquence est massacrée par la presse. Il n'y a que des caméras, une nuée de caméras. Je ne peux pas parler aux ouvriers, ils s'énervent. Mademoiselle la blonde. J'ai pas besoin que ce soit d'un journaliste de merde. Vous mélangez tout. Je veux parler aux salariés. Je me suis engagé à venir pas faire des photos. Non mais les photos, vous en avez plein. Oui, voilà. Le vrai choix que je fais contre mon équipe, c'est que j'accepte d'aller de l'autre côté des grilles, qui était le seul moyen d'éloigner la presse. Mais demandez-lui. Je l'ai dit avant, je l'ai dit avant au début de notre réunion. On sait très bien. Non, je suis pas d'accord. Parce que nous, on sait très bien que le 1er juin 2018. Non, laissez pas finir. Le 1er juin 2018, on est dehors, on le sait. Par contre, nous, c'était plus à côté
style un peu affectif. On s'est dit, il est d'Amiens, il va peut-être nous comprendre. C'est même pas le cas. Il a fallu que Marine Le Pen vienne faire son cinéma ce matin pour que vous veniez. Mais moi, je trouve ça vraiment décevant et dommage. Je suis vraiment déçu pour ça. Parce que je trouve que, franchement, vous valez mieux que ça. Eh ben, j'ai pas mieux que ça. Cette colère, on ne peut la traiter qu'en y mettant les mains. Si on n'y va pas soi-même, les gens considèrent qu'on les méprise. Et je l'ai mesuré d'ailleurs, j'ai sans doute fait une erreur de ne pas y aller suffisamment tôt. Parce qu'ils nourrissent leur colère d'un ressentiment. Et donc il faut y aller soi-même, au contact. Il faut, quitte à se prendre une volée de bois vert. Parce que moi je la vois la situation du pays comme vous. Ah Je la vois, mais je la vois, oui. Sinon, mais attendez, est-ce que moi j'étais comme il le dit dans un fauteuil? Pourquoi que tout le Nord, il vote le Front National? Mais parce qu'on n'a pas su y répondre. Il y a eu un contact qui était dur avec certains. Je leur ai dit la vérité. J'ai fait, à ce titre, l'anti-Florange. Je ne suis pas allé au contact pour leur promettre quelque chose que je ne peux pas faire. Le paradoxe étant que Marine Le Pen a exactement fait ça. Après ces selfies, elle a sorti un communiqué de presse pour promettre la nationalisation de Whirlpool si besoin était. Ce qui montre le cynisme dans lequel on est collectivement plongé. Moi, je leur ai dit ce que je pouvais faire, et j'ai vu des gens qui savent très bien. Ce qui était incroyable, c'est que je leur ai dit, nationaliser, ça n'a aucun sens. En tout cas, si vous êtes président, on compte sur vous. Mais ils me reprochaient, 1, surtout de ne pas être venu avant. 2, ils voulaient savoir si je défendais la supralégale. Et 3, si j'étais capable de défendre une vraie reprise du site. Monsieur Macron, c'est une réussite. Attendez, alors, on fait un point presse maintenant, mais je suis pas venu faire du cinéma, faire des selfies avec les gens pour faire des belles images. La question, c'est pas la visite que vous faites, vous savez, c'est pas un théâtre. Pendant la campagne Le soir, en meeting à Arras, Emmanuel Macron attaque violemment Marine Le Pen. Merci à vous. J'ai mal dans ma chair et dans mes racines de voir le chiffre du Front National dans les Hauts-de-France. Ce pays où nous sommes, il a connu toutes les guerres de l'Europe. Toutes. Madame Le Pen et ses amis, ils seront réfugiés au château de Montretout, mais ce sont vous et vos enfants qui iront la faire. La même guerre qui en a fait tomber tant et tant. Alors ne cédons pas à cela. Alors ils ne passeront pas. Alors moi je n'en veux pas. Alors que toutes celles et ceux qui aujourd'hui ont décidé d'être les somnambules du 21e siècle, honte à eux. Nous nous sommes debout, nous sommes en marche et nous irons au bout avec responsabilité. Mais je veux autre chose avec vous pour mon pays. Mais pas ça, pas ça, pas ça. Entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron, la guerre est déclarée. Ils retrouvent, une semaine plus tard, la candidate d'extrême droite pour le face-à-face de l'entre-deux-tours. Monsieur Macron est le candidat de la mondialisation sauvage, de l'ubérisation, de la précarité, de la brutalité sociale, de la guerre de tous contre tous, du dépeçage de la France par les grands intérêts économiques, du communautarisme. Et puis, somme toute, les Français ont aussi pu voir le vrai Macron dans ce second tour. Le sourire étudié se transforme en rictus au fur et à mesure des meetings, l'enfant chéri du système. Je pense que cette période, en réalité, de clarification a été profondément utile aux Français pour faire un choix. Écoutez, vous avez démontré que vous n'êtes en tout cas pas la candidate de l'esprit de finesse, de la volonté d'un débat démocratique équilibré et ouvert. Merci pour cette belle démonstration que vous venez de faire, Madame Le Pen. Je ne m'attendais pas à autre chose. Moi, je ne vais pas vous dire que vous êtes la véritable héritière et que depuis 40 ans, dans ce pays, nous avons des Le Pen qui sont candidats à l'élection présidentielle. Parce que ça ne m'intéresse pas. Alors, vous allez continuer votre logorée, puisque c'est ce que vous faites à longueur de rassemblements et autres. Je savais que Marine Le Pen serait agressive, parce qu'elle l'est dès le 1er mai dans son discours. Et le débat se passe de cette façon, c'est-à-dire avec beaucoup d'agressivité.
elle n'arrive pas, ce qui est la stratégie que certains lui ont vendue, à me faire sortir de mes gonds. Vous êtes très énervé. Je ne suis pas du tout énervé, Madame Le Pen. Notre pays a eu des dirigeants visionnaires. Calmez-vous, laissez-moi terminer. Je suis très calme, Madame Le Pen. C'est vous qui m'avez interrompu. Je vous coupe la parole parce que vous dites des bêtises. Calmez-vous. Dans mon projet. C'est pas grave, vous aurez le temps tout à l'heure de répondre. Madame Le Pen, je suis très calme. Je veux une France. Avec Estrosi, s'il vous plaît. Je veux une France qui, dans 5 avec ans... Bertrand. Avec NKM. S'il vous plaît. Madame Le Pen. C'est ça. S'il vous plaît, nous allons. Mais dites-le. Le pays mérite mieux que cela. Elle se durcit, elle fait des fautes, et le moment arrive où elle parle de l'euro, ce qui, je pense, pour les Françaises et les Français, est quelque chose qui est inquiétant. On sort ou pas de l'euro? Il faut retrouver notre... On revient au franc ou pas? Il faut retrouver notre monnaie nationale. Donc on revient au franc? C'est essentiel. D'accord. Essentiel. Donc essentiel. on revient au franc. Donc vous proposez bien de sortir de l'euro? Non, je veux renégocier pour que l'euro, on s'en libère et on le transforme en monnaie commune. Maintenant, la conclusion que j'en tire, c'est que le Front National, dans 5 ans, sera redoutable, ayant fait ses mues, si nous n'avons pas bien présidé, bien gouverné. Il est 19h30 dans le bureau d'Emmanuel Macron. C'est l'effervescence dans l'attente des résultats. Il se prépare à la victoire. Le monsieur sondage du candidat vient lui murmurer à l'oreille les premières estimations. Le bien blanc moyen là. C'est ça, c'est bien. C'est très bien. Allez. Alors, on refait une dernière fois. Oui. Allez. Je vais faire le truc de 20h20 là. Alors. Française, français. Oui, on va voir. Française, français. Mes chers compatriotes de métropole, d'outre-mer et de l'étranger. À l'issue d'une longue... œuvrer pour la France. Je lui ai souhaité de réussir. J'appelle tous les patriotes afin de participer au combat politique décisif qui commence dès ce soir. Dans l'euphorie de la victoire, Emmanuel Macron s'isole. Il est au téléphone avec le président Hollande. À cet instant, il devient un homme irrémédiablement seul. Le président ne peut pas être un homme normal, parce qu'il est le garant des institutions et le détenteur symbolique d'une histoire qui le dépasse et qui est d'avant lui, qui est même d'avant la République, et qu'il est la clé de voûte, en quelque sorte, d'un système. Il ne peut pas être normal. Il n'est plus regardé de manière normale. Et je me suis préparé à cette mue dans ma tête. D'abord, j'ai vu s'opérer la mue de représentation, mais il faut être en capacité de dire cette chose-là que je saurais faire, peut-être mieux que la personne à qui je l'ai confiée. Je n'ai plus le droit de la faire. Parce que c'est plus efficace que ce ne soit pas moi, et surtout parce que le sens même, la cohérence de la nation en dépend. C'est ça qui est fondamental. Si on n'opère pas cette mue, on dégrade la fonction, on rapetisse les autres, et on se dissout très rapidement. Or, le pays a besoin de cette fonction, et de cette fonction symbolique.